Bonsoir, je me suis permis de changer légèrement le titre de cette intervention de ce soir. Au lieu de parcs, jardins et espaces verts, une utopie au XXe siècle, je vous propose un titre un petit peu différent, avec l'opposition de deux termes, le jardin au XXe siècle, hétérotopie ou utopie. Je vais y venir à cette opposition entre ces deux termes. Avant cela, un petit mot sur la question précisément du jardin. Là, nous sommes au terme, c'est l'avant-dernier cours d'un cycle qui évoque avant tout les grands équipements de la ville. Et est-ce que le jardin est réellement un équipement ou est-ce qu'il n'est pas plus? Est-ce qu'il n'est pas même l'équipement qui incarne le mieux l'idée que l'on se fait de la ville? C'est la question qui jalonnera toute cette séance, avec fatalement une orientation très urbaine sur ce cours consacré au jardin. Ça ne sera pas une séance où je vous présenterai beaucoup de jardins en tant qu'œuvre. Il sera moins question de l'art des jardins, en l'occurrence, que de la place du jardin dans la ville contemporaine. Donc ça n'est pas la manière de fabriquer ou de faire le jardin qui est ici en jeu, c'est la manière dont le jardin participe à l'idée de la ville, à la fabrication de la ville, bien sûr, mais aussi à la théorie de l'urbanisme. Et on pourrait dire que le jardin est l'équipement par excellence qui raconte la ville du XXe siècle. On pourrait même dire à un urbaniste, dis-moi où et comment tu fais tes jardins et je te dirai quelle ville tu fabriques. C'est une manière de résumer un petit peu le propos. Alors, cette question de l'hétérotopie, elle a été posée par un philosophe, Michel Foucault. C'est un concept qu'il a forgé qu'il a proposé lors d'une conférence faite au Cercle d'études architecturales en 1967, qui a ensuite été reprise au cours d'un texte, à l'occasion d'un texte publié dans Architecture, Mouvement, Continuité, et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les dits et écrits 1954-1988 de Michel Foucault. Alors, vous pouvez même retrouver, je crois, le texte audio, enfin l'entretien audio d'une conférence faite également par Foucault sur Internet. Alors, ce concept d'hétérotopie, il vise, selon Michel Foucault, à qualifier des lieux autres, des espaces autres, ces innombrables contre-espaces qui forment dans toutes les sociétés à la fois un support, un complément et une sorte d'envers du réel, et non d'irréel, dit-il, en somme des utopies situées et réalisées. Alors un concept qui doit, et Michel Foucault ne s'en cache pas, une bonne partie de sa substance à la poétique de l'espace de Gaston Bachelard, qui est sorti quelques années auparavant, et Michel Foucault propose un certain nombre de principes. Alors on va les lire très rapidement, mais ils ne concernent pas forcément tous mon propos et en l'occurrence la question du jardin. Mais ce que je voulais vous montrer en introduisant ce concept d'hétérotopie, c'est que le jardin incarne par excellence cette idée développée par Foucault d'hétérotopie. Or, au XXe siècle, le jardin va se métamorphoser en une sorte d'utopie, va incarner l'utopie urbaine à partir même de la fin du XIXe siècle, mais tout au long du XXe siècle, dans la théorie et dans la pratique de la ville. Alors le premier principe, dit Michel Foucault, c'est qu'il n'y a probablement pas une seule culture au monde qui ne constitue des hétérotopies. Bon, donc ça, premier point quasi universel. Le deuxième principe, c'est qu'au cours de son histoire, une société peut faire fonctionner d'une façon très différente une hétérotopie qui existe et qui n'a pas cessé d'exister. Ça peut, là, rencontrer l'histoire du jardin. Le troisième principe ne nous concerne pas réellement. En revanche, le quatrième est très proche de nos préoccupations. Les hétérotopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps, c'est-à-dire qu'elles ouvrent sur ce qu'on pourrait appeler par pure symétrie des hétérochronies. L'hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel. Donc, je rentre dans un jardin, je suis déjà hors la ville. Je vais vous montrer en image ce que sont ces hétérotopies
parmi les plus célèbres. Cinquième principe, les hétérotopies supposent toujours un système d'ouverture et de fermeture qui à la fois les isole et les rend pénétrables. Donc le jardin, là encore une fois, est très proche de cette définition. On va y venir, et précisément, on va voir que ce jardin clos, fabriqué au XIXe siècle, va se métamorphoser dans cette ville-parc, rêvée par le XXe siècle, cette ville verte, qui finalement finit par ne plus exister. C'est l'une des questions que pose la théorie moderne de l'urbanisme. Et puis, sixième principe, le dernier trait des hétérotopies, c'est qu'elles ont par rapport à l'espace restant une fonction. Bon, là, pas de commentaire particulier. Le jardin a une fonction, on va voir qu'il y en a beaucoup, mais j'insisterai moins finalement sur l'aspect fonctionnel du jardin que sa place réellement dans le discours et la pratique de la ville. Alors, à l'inverse, les utopies, et là je reprends toujours les termes de Michel Foucault, les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Ce sont les emplacements qui entretiennent avec l'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. C'est la société elle-même perfectionnée, ou c'est l'envers de la société, mais de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement, essentiellement irréels. Donc on va bien passer de cette idée d'un jardin fabriqué pendant des siècles et perfectionné sous le modèle du jardin public, et on va bien sûr voir quelques jardins publics haussmanniens, parce que l'importation du modèle anglais sous la préfecture d'Haussmann, c'est l'importation d'un modèle de jardin privé, traduit ou métamorphosé dans une version publique. Et donc, alors, quelques exemples de ce que sont ces utopies. Je reviendrai sur cette image qui est un dessin de Corbusier, c'est la ville radieuse. Voilà ce que serait le jardin fondamentalement ou essentiellement irréel. C'est un jardin qui est finalement indéterminé. Je reviendrai sur cette question de l'indétermination. À l'inverse, voilà peut-être l'hétérotopie par excellence, le jardin et le parc, Central Park à New York, peut-être le plus exemplaire, le plus fascinant à l'échelle de la ville, un jardin qui a anticipé, un parc plutôt qui a anticipé de très loin l'évolution, vous le savez, de la presqu'île de Manhattan. L'hétérotopie, voilà, c'était aussi bien sûr donc ces lieux autres que sont les grands parcs et jardins de l'époque haussmannienne, avec le parc des Buttes-Chaumont, le bois de Boulogne. Donc à travers ces quelques images, je vous rappelle très brièvement ce qu'est finalement l'héritage du jardin au début du XXe siècle, et je reviendrai de façon récurrente sur une ville qui est Paris, parce que c'est une ville à la fois que je connais bien, mais aussi qui, du point de vue des jardins, est un exemple vraiment privilégié. Paris raconte l'histoire et l'histoire de la place du jardin dans la ville d'une manière extrêmement efficace et exemplaire, précisément parce que Paris manquait de jardin, avait un héritage quand même important, mais n'a cessé de ressentir le besoin de fabriquer de nouveau des jardins. Cette ville, par conséquent, n'a cessé d'alimenter une pensée réformatrice, progressiste, et puis aujourd'hui, vous le savez, depuis 30 ans, Paris retrouve un certain nombre de grands parcs et devient le lieu de l'expérimentation, du renouveau du paysage. C'est tout ce que l'on va voir dans la suite de ce cours. Voilà le jardin des Batignolles, le boulevard Richard-Lenoir, sur le canal Saint-Martin planté. Alors on est à la fois ici dans la ville, mais déjà un petit peu en dehors. Lorsque l'on pénètre dans les Buttes-Chaumont, en revanche, on est réellement transporté dans ces lieux autres définis par Michel Foucault. Et puis, pour contracter un petit peu mon propos, nous terminerons précisément sur ce retour au jardin. Vous voyez ici une vue satellite du jardin de Reuilly, qui est le centre d'un aménagement des années 80-90, et dont on voit bien, par cette seule image très frappante, à quel point le jardin, aujourd'hui, incarne la notion de projet urbain, tout simplement.
Alors, il faut, pour bien comprendre la place du jardin dans la ville du XXe siècle, faire bien sûr un petit retour sur ce qui a été l'une des grandes idées de la fin du XIXe et des premières décennies du XXe siècle, c'est la cité-jardin. Avant cela, un tout petit mot encore sur le XIXe siècle, parce qu'il y a l'héritage des jardins et des grands parcs publics dans l'Europe et dans tout l'Occident du XIXe siècle, mais il y a aussi ces premières utopies qui ne sont pour l'instant que littérature, et que Françoise Choët, vous le savez, a bien analysé avec cette période qu'elle nomme le pré-urbanisme, et notamment ce modèle progressiste de la ville. Alors il y a plein d'auteurs qui rentrent dans cette catégorie du modèle progressiste. Je citerai seulement Proudhon, qui a cette phrase « Nous avons la France à transformer, et la France à transformer en un vaste jardin ». Donc là, tout est dit, et ça revient, on voit la parenté de propos avec Le Corbusier, qui lui dira en 1946, dans Manière de penser l'urbanisme, « La ville se transformera petit à petit en un parc ». Donc de Proudhon à Le Corbusier, on voit qu'il y a cette récurrence, ce côté permanent, et cette place centrale du jardin dans toute idée de réforme de la ville. Le premier qui a réellement placé le jardin au centre d'un véritable projet organisé pour la ville, c'est Ebenezer Howard, le Britannique, qui, dans cet ouvrage « Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform », demain, une vraie réforme pour une voie pacifiste, 1899, avec cet ouvrage et avec ces petits schémas d'organisation d'un nouveau mode de création des villes, finalement à la campagne, parce que c'est bien l'un des grands enjeux et l'une des grandes phrases d'Alphonse Allais, si l'on pouvait faire les villes à la campagne, eh bien la grande utopie, en tout cas le grand dessein des penseurs, des réformateurs de la fin du XIXe siècle, c'est bien de concevoir ces villes à la campagne que sont les cités-jardins. Vous voyez ici une organisation polycentrique avec une ville centrale, des villes satellites qui sont toutes des cités-jardins dans lesquelles vous voyez cette alternance de bâtis, enfin, symbolisée par le rouge et le vert. Autre diagramme qui montre ici la ville centrale, séparée des petites cités-jardins avec 32 000 habitants maximum. La ville centrale n'en aurait que 58 000. Entre les deux, il y a la campagne. Et puis, au sein même de la ville, il y a des jardins. Alors, quels jardins ? Finalement, c'est peut-être le grand apport de cet urbanisme des cités-jardins essentiellement britannique. On va voir le cas français dans un instant, mais l'apport des cités-jardins britanniques, c'est finalement, elles fonctionnent, et qu'aujourd'hui, quand on se rend à Hampstead, vous allez le voir dans un instant, on a réellement le sentiment que c'est une utopie réalisée, que cette Garden City, selon Howard. Donc, voici encore un diagramme ou un schéma qui s'approche quasiment du plan, avec un jardin central. Autour de ce jardin central, on a les édifices publics, puis un grand parc central, ensuite des zones d'habitation, et puis à nouveau une grande avenue. Et c'est ce principe que deux architectes, Robert Parker et Raymond Unwin, vont réaliser. Alors, bien sûr, ce soir, j'évoquerai la cité-jardin anglaise de manière extrêmement rapide, mais avec un seul exemple, qui est Hampstead Garden Suburb, 1905-1909, on est seulement à 8 km de Londres, et aujourd'hui on va à Hampstead en métro, ensuite il faut prendre un petit bus quand même, un petit bus spécial pour aller à Hampstead, et qui vous mène dans ce lieu qui est déjà un lieu autre par rapport à Londres, et ça c'est la grande idée de l'urbanisme anglais au XXe siècle, c'est de concevoir des petites villes, et qui ensuite se retrouvera après 1945. C'est ce qui fait aussi la particularité des villes anglaises de l'après-Seconde Guerre mondiale, par rapport au cas français notamment, c'est la conception de ces petites entités, petite taille ou taille moyenne, un urbanisme à l'échelle humaine et surtout un urbanisme complètement organisé autour du jardin.
Alors, voici Homestead, une vue aérienne qui montre la place centrale quasiment telle qu'on la voit dans le diagramme de Howard. Parker et Unwin adaptent le système de Howard, mais en gardent quand même les grands principes. Vous avez deux églises de part et d'autre d'une grande prairie centrale. Dans l'axe, il y a l'école, les écoles. Voici à nouveau un plan resserré sur la place centrale, le cœur de la ville. Et ce cœur de la ville, ça n'est pas un cœur, ça n'est pas un downtown, ce n'est pas un centre-ville avec l'idée de densité et de congestion. Au contraire, le cœur, il est totalement ouvert. C'est un grand jardin, une grande place publique, mais plutôt plantée, une vaste prairie, de part et d'autre desquelles l'architecte Edwin Lutyens va construire deux églises. Et puis, dans l'axe, on aura les bâtiments d'éducation. Et ce qui est frappant dans ce quartier, puisqu'aujourd'hui c'est un quartier de Londres, relativement huppé, très recherché, ce qui est frappant quand on parcourt ce quartier de Hampstead, c'est vraiment de voir la cohérence et la préservation de cette cohérence d'ensemble dans l'aménagement, dans la hiérarchie des espaces. On pénètre dans ce quartier on prend connaissance de ce quartier en parcourant la grande esplanade centrale, et puis ensuite on trouve très rapidement des petites allées qui conduisent, qui donnent déjà l'idée de la limite, qui conduisent aux limites du quartier. Donc des petits chemins, des bosquets, des murets qui réellement circonscrivent cet ensemble, qui marquent très bien la limite entre l'habitation, son jardin privé, puis l'espace public avec des jardins publics, et puis l'environnement général, c'est bien sûr ce que Howard appelle country, c'est la campagne. On est vraiment entouré de campagne dans ces jardins, dans cette cité-jardin. Voilà les axes parfaitement dessinés, parfaitement préservés aujourd'hui, qui conduisent d'un espace à un autre. À l'inverse, là on sort de la ville et on aperçoit immédiatement la campagne. Donc on est à la fois dans un environnement rural et dans la zone urbanisée, totalement entourée de verdure, de plantations. Et voici un exemple assez frappant de cette cohérence jusque dans les petits aménagements des closes, ces petits groupes de maisons. Ces maisons, elles sont entourées, elles entourent un jardin semi-privé, semi-public. Là, on est dans ce passage de l'un à l'autre. Et donc Hampstead incarne, avec d'autres exemples que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, cette cité-jardin britannique qui va constituer le modèle par excellence, le modèle absolu pour la France, mais aussi pour toute l'Europe. Alors, je cite juste un exemple, celui de Logis Floréal, près de Bruxelles, à Boitsfort, de ces cités-jardins qui vont émailler l'espace européen avec plus ou moins de bonheur, parce que, et notamment le cas français, va finalement être une sorte d'adaptation et presque de transgression du modèle britannique, dans la mesure où les cités-jardins françaises seront avant tout des cités, avec parfois des jardins, mais c'est une sorte de réurbanisation du modèle britannique. Alors, juste d'un mot, la cité-jardin, elle vient essentiellement de ce mouvement un petit peu paternaliste des industriels. Vous voyez ici celle de Noisiel, faite par Meunier pour ses ouvriers. Et puis, donc à la fin du XIXe siècle, et puis au début du XXe siècle, des premières tentatives réelles d'importation de la cité-jardin sur le territoire français, et notamment au sud de Paris, avec la cité-jardin de Draveil, conçue par l'architecte Jean Walter, qui sera une réalisation relativement modeste par rapport à ses ambitions. On ne va pas faire le 10e des maisons qui avait été prévues.
Mais c'est déjà l'amorce sur le modèle de ce qui existe aussi déjà en France, et notamment les lotissements comme celui du Vésinet. Donc il y a une présence en France quand même déjà à la fin du XIXe siècle de cette idée de lotissement jardin, dans Paris également, avec les hameaux, le hameau de Boulainvilliers par exemple, ou le hameau Boileau. Ici, on est quand même dans un espace qui n'est plus un espace urbain. Jean Walter conçoit cette cité-jardin sur le site d'un château, avec un jardin déjà historique dessiné par le nôtre, et il va planter ces petites maisons autour de ces voies dont on voit bien le caractère à la fois pittoresque et régulier. Le pittoresque, il vient d'Angleterre, pour faire simple, et le régulier, c'est la tradition française, avec les grands tracés en pas de doigt. En 1915, c'est une date importante parce que en juillet 1915, c'est la création par Henri Sellier de l'Office public d'habitation à bon marché du département de la Seine. Sellier qui connaît l'œuvre et les écrits de Howard, mais son objectif est plus précis et plus limité. Je cite, « Édifier des agglomérations propres à assurer le décongestionnement de la ville de Paris et de ses faubourgs, à servir d'exemple aux lotisseurs qui depuis 30 ans ont littéralement saboté la banlieue, et à montrer comment, tout en tenant compte des conditions économiques et morales de la vie urbaine, il est possible d'assurer à la population laborieuse, manuelle et intellectuelle un logement présentant le maximum de confort matériel, des conditions hygiéniques de nature à éliminer les inconvénients des grandes villes et des modes d'aménagement esthétique contrastant singulièrement avec la hideur des formules antérieurement pratiquées. » Il n'est pas question directement de jardin, mais on voit bien que dès lors qu'il est question d'hygiène, les deux réponses au manque d'hygiène, c'est des jardins, et par conséquent de l'air, de la verdure, et puis du soleil. Ça nous conduit tout droit aux grandes théories de l'urbanisme moderne. Donc à partir de 1915 se met en place un système de construction de logements à bon marché, mais qui est un système qui doit inciter en dehors de Paris à concevoir des cités-jardins, et c'est avec le concours pour l'extension de Paris en 1919, que remporte Léon Jossely sans véritable lendemain, que se met en place ce programme. Et vous le voyez d'ailleurs à cette citation sur l'écran, il s'agit de prévoir l'extension de Paris. Et en l'occurrence, comme dans beaucoup de plans d'aménagement de la région parisienne, et ça nous renvoie toujours au débat actuel du Grand Paris, eh bien Paris est laissé quasiment de côté. On traite Paris et son agglomération comme quasiment deux problèmes différents. Et les rédacteurs du concours de 1919 le disent très clairement, ils l'avouent, c'est surtout en dehors de Paris qu'il y aura lieu, semble-t-il, de prévoir des espaces plantés. Une partie de ces espaces devra être aménagée en cité-jardin. Le problème de l'habitation est devenu si pressant, si angoissant même, que seules les collectivités semblent avoir le moyen de le résoudre. Et c'est avec certains auteurs, notamment comme Georges Benoît Lévy, qui traduit la pensée britannique pour un large public français, avec Henri Sellier, grand animateur de l'habitation à bon marché dans le département de la Seine, que se préfigure ce grand programme de construction dont vous voyez le résultat ici en 1933, un grand programme de cité-jardin. Alors, on va les regarder, enfin en voir quelques-unes, mais de manière très rapide, parce que le but ici n'est pas d'insister trop sur presque ce contre-modèle, puisque la cité-jardin française n'est pas la traduction littérale du modèle britannique, c'est plutôt une adaptation, et à vrai dire, dans beaucoup de cités-jardins aujourd'hui, les grandes qualités de ces espaces, ce sont les espaces publics, mais pas forcément plantés, et ce sont surtout les architectures. On va voir des cités-jardins pour voir des bâtiments davantage que pour voir des espaces, comme c'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et bien sûr en Angleterre. Donc là, c'est une planche tirée d'une étude récente sur les cités-jardins dans le département de la Seine-Saint-Denis, où vous voyez plusieurs modes d'implantation des bâtiments.
Et je vais vous montrer plus précisément celle de Stein et du Pré-Saint-Gervais, qui sont deux types totalement différents. Celle de Stein, la voici. Et vous voyez aujourd'hui cette ville de Stein qui a connu une extension après 1945. C'est très frappant cet exemple de Stein parce qu'on distingue très clairement sur cette image qu'il y a un village, une formation urbaine ancienne, à laquelle on est venu ajouter une véritable cité-jardin, et là, digne de ce nom, puisque chaque maison a son jardin, et puis il y a même des espaces plus importants, plus généreux au centre de chacun des grands îlots, un petit peu comme dans certaines cités hollandaises. Et puis on voit bien qu'il y a ce troisième élément qui est un morceau de ville radieuse quasiment, un grand ensemble dans lequel on peine réellement à distinguer ce qui est l'espace vert du vert. Ici, on en voit très peu. Je vais y venir tout à l'heure sur cette question de la ville verte qui devient quasiment une ville noire parce qu'elle n'a pas anticipé la place de l'automobile et du garage, tout simplement, de ces automobiles. Voici un autre exemple très différent, c'est celui du Pré-Saint-Gervais, dont l'architecte est Félix Dumail. Alors, bien sûr, il y a de la verdure, il y a des plantations, mais on voit bien que l'importance du bâti, il y a peu de logements collectifs, peu de logements individuels dans cette cité. Ici, vous avez un grand espace central, mais c'est un terrain de sport. Ça a été un vélodrome, je crois, à une époque. Alors là, la vue est inversée. Le nord et le sud sont inversés. Donc on revoit ce grand espace central ici, autour des grands bâtiments. Et puis, un second qui est en fait le véritable lieu public de cette cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, c'est la place Henri Sellier, autour desquels il y a quelques logements individuels, mais la plupart de ces logements, ce sont des collectifs. Et on voit l'extension dans les années 50 de cette cité. On voit la cité des auteurs, ici, faite également par Félix Dumail, dans un autre, bien sûr, vous voyez très, très clairement le changement d'orientation, et d'orientation à la fois au sens vraiment héliotropique du terme et dans l'idée que Dumail se fait de l'aménagement, puisque de fait les bâtiments sont orientés de manière à être le plus près à recevoir l'ensoleillement maximum. Donc l'héritage de la cité-jardin en France, il est à la fois important, et on n'a pas fini aujourd'hui d'explorer dans le détail ce qu'a été cette histoire, mais si on le rapporte à l'histoire du jardin et à la place du jardin dans cet urbanisme, on est bien obligé de constater qu'il est très modeste. Et ça a donné lieu, le concours de 1919 a donné lieu à des réalisations, des projets beaucoup plus ambitieux, comme cette cité-jardin du Grand Paris, qui est située au sud de Paris, et qui est là une véritable ville nouvelle qui ne donnera pas lieu à l'amorce d'une réalisation, mais qui donne un peu une idée de ce qu'était l'ambition de certains architectes, de Rutté, Sirvin, Bassompierre et Perret d'Ortail sont chacun, les trois premiers sont l'une des agences les plus actives dans le domaine du logement social. Maurice Perret d'Ortail, lui aussi, a conçu des cités-jardins à cette époque-là. Ils se regroupent pour faire ce gigantesque projet qui donne seulement une idée de ce qu'aurait pu être la grande cité-jardin à la française. Alors, j'en viens maintenant au cas parisien plus spécifique et à cette situation de Paris au début du siècle. On a vu quelques exemples de l'héritage haussmannien ou post-haussmannien, qui est un héritage considérable et assez pesant, mais finalement, on se rend compte, et c'est la même chose pour la voirie, pour les grandes percées, on se rend compte que l'héritage haussmannien, il a beau être à la fois très efficace et extrêmement important dans ses réalisations, il ne suffit pas en 1900 ou en 1913, il est à nouveau totalement insuffisant pour subvenir aux besoins
des Parisiens, et des Parisiens intramuros. Et c'est dans ce sens, avant même le concours d'aménagement, d'extension de la région parisienne, enfin d'extension de Paris, en 1913, que l'on crée une commission, enfin en 1911, et elle rend son rapport en 1913, une commission d'extension de Paris, qui réunit un historien de Paris, Marcel Poët, et un architecte très impliqué et très présent dans toutes les instances parisiennes, Louis Bonnier, qui, dans ce rapport de la commission d'extension de Paris, vont proposer un certain nombre de planches analytiques, parce que, bien sûr, lorsqu'on parle de Paris, on ne cesse de comparer Paris à d'autres villes. Et en matière de jardins, c'est l'un des grands handicaps de Paris, c'est l'absence de ces jardins intramuros, de ces grands parcs intramuros. Le bois de Vincennes et le bois de Boulogne sont à l'extérieur de la ville, ils font partie de la ville dans la mesure où d'un point de vue juridique, ils sont propriété de la ville, mais ils sont à l'extérieur. Or, quand on compare Paris à Londres, à Vienne ou à Berlin, ou encore à d'autres villes occidentales, on constate cette récurrence d'une insuffisance des jardins dans Paris, et notamment par rapport à Londres. Les grands parcs londoniens sont au cœur de la ville, donc ces hétérotopies, elles sont réellement une part extrêmement importante de la structure urbaine et de la vie urbaine également. Voici des planches plus précises où les auteurs Marcel Poët et Louis Bonnier étudient vraiment cas par cas les grandes capitales européennes et la place extrêmement prégnante, structurante du jardin dans la ville. Alors, quand on regarde Paris sur cette planche, on se dit que finalement, il y a un héritage qui est, somme toute, déjà important. Et Marcel Poët, notamment, est extrêmement attaché à l'idée de dire qu'il y a des parcs, des jardins, mais aussi des promenades. Et d'ailleurs, la notion de promenade, elle est intimement liée. On parle du service des promenades au XIXe siècle. Et Marcel Poët, vous le voyez, considère le cours La Reine, considère l'avenue Foch, les Champs-Élysées comme des espaces verts. Tout ce qui est planté, et ça c'est l'un des grands apports de la politique menée par Alphand sous la préfecture d'Haussmann, et même après 1870, l'apport de cette période, ce sont les promenades plantées, les boulevards et les avenues plantées, dont Marcel Poët considère, au même titre que les cimetières, pour certains, comme des espaces verts, mais malgré tout, si l'on fait des statistiques, et bien des architectes en ont fait, des médecins également, si l'on considère les statistiques, Paris manque cruellement de jardins, il n'y a pas suffisamment de mètres carrés de jardins par habitant. Et de ce point de vue-là, si on note les deux bois, eh bien là les statistiques tombent littéralement et Paris est totalement en retard par rapport aux autres grandes capitales. Alors vous voyez que dans cette planche de 1913, il y a déjà une première grande réalisation qui est l'aménagement du Champ de Mars, une histoire très longue et très complexe puisque c'est l'aménagement d'un champ de manœuvre et le lotissement de part et d'autre, enfin des franges de ce champ de manœuvre à partir des années 1907-1908, et puis à partir de 1908 et jusqu'en 1924, la longue gestation et la longue réalisation par trois paysagistes et architectes, puisque Forestier est ingénieur et paysagiste, Formigé et Léopold Bévière sont plutôt des architectes. On pourra peut-être revenir sur cette question de la formation aussi du paysagiste aujourd'hui. Cette équipe va livrer au début des années 20 la plus grande réalisation, et en plein cœur de Paris, en matière de parcs et jardins. Ceci étant, sur les planches livrées par Marcel Poët et Louis Bonnier, il y a aussi des propositions, et une fois le constat fait d'un héritage qui est relativement important mais qui n'est pas suffisant, Louis Bonnier plus précisément va pointer sur la carte de Paris un certain nombre de lieux
sur lesquels on pourrait implanter des jardins. Et cette carte, elle est absolument passionnante parce qu'il y a à la fois des lieux qui ne recevront jamais de jardin, mais il y a déjà des prévisions, et des prévisions à long terme. On voit déjà l'esquisse de ce que sera le parc de Bercy, qui date des années 80-90. On voit, alors je ne sais pas si vous pouvez voir les numéros ici, mais par exemple, en numéro 15, avenue de la Motte-Piquet, avenue de Suffren, de Ségur et d'Uquesne, donc autour de l'école militaire, un grand projet de jardin dans le prolongement du Champ de Mars, qui doit être combiné avec la construction éventuelle du palais de l'agriculture. Les abords de l'école militaire sont à ce moment-là un site très, très convoité. En numéro 22, rue de la Roquette, par exemple, on prévoit la désaffection de la prison des jeunes détenus, à la prison de la Petite Roquette, qu'on va détruire en 1974-75, sur le site de laquelle on va bien faire ce jardin de la Roquette, mais un jardin qui va attendre 50-60 ans pour être réalisé. Donc il y a plusieurs exemples. Celui-ci, numéro 28, c'est aussi un petit jardin qui a été fait dans les années 80. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que déjà les auteurs, et surtout Louis Bonnier, anticipent une réelle désindustrialisation de Paris, une désindustrialisation qui ne fera que s'accélérer quasiment jusqu'à la fin du XXe siècle, et qui va permettre, vous le savez, à la fin du XXe siècle, la réalisation des grands parcs, comme le parc de la Villette, le parc de Bercy, et puis le parc André Citroën. Mais avant cela, on imagine déjà le départ de certaines usines à gaz, de certaines structures qui n'ont plus leur place dans Paris. Et si ces industries quittent la ville, elles doivent être remplacées, au moins en partie, par des jardins, et évidemment avec ce grand dilemme qui marque les années 20 et 30, jardin ou logement. Paris manque de jardin, mais Paris manque de logement. Et parfois on coupera la poire en deux, on va le voir avec le square Saint-Lambert. Et à l'échelle de la région tout entière, Louis Bonnier propose, là encore, un aménagement, mais vous voyez bien que ce programme se divise concrètement en deux parties très distinctes, Paris intramuros et puis les grands parcs parisiens à préserver ou à aménager, et notamment cette route des Forts qui est liée aussi à l'un des sujets les plus importants de la période, c'est que faire, alors je reviens sur la carte précédente, que faire de cette vaste zone que va laisser le démantèlement de l'enceinte de Thiers, construite en 1845, détruite à partir de 1919, et qui va susciter, bien avant même sa destruction, et surtout après, des projets, des discussions, avec cette fameuse ceinture verte que l'on a encore proposée en 1953. Bon, laquelle ceinture verte, je l'imagine, vous n'avez pas vraiment l'habitude de pratiquer, puisque cette ceinture verte, ce sont avant tout des grands ensembles de logements, des stades, surtout des stades, des grands équipements, des groupes scolaires, et puis beaucoup d'habitations. Tout ça programmé avec une modification en 1953, dite loi de compensation. Bon, ça c'est la longue et très complexe histoire de la ceinture parisienne, sur laquelle je ne peux pas revenir ce soir, mais qui est quand même l'un des thèmes récurrents lorsque l'on parle de jardin dans Paris. Et effectivement, il y a ce jeu d'équilibre. Si on ne fait pas de jardin dans Paris, au moins pourrait-on en faire à la ceinture et programmer ce grand parc annulaire qui ferait tout le tour de Paris sur quelques 35 km. Donc on le voit réalisé partiellement sur ce plan donné par Louis Bonnier en 1913. Parmi les réalisations intéressantes et importantes des années 30, il y en a quand même quelques-unes. Il y a quelques squares qui sont précisément aux abords des fortifications.
qui ont donné lieu, dans un premier temps, à un grand programme d'habitation à bon marché, mais à proximité de ces habitations, il y a eu quelques belles réalisations, et notamment l'un des squares les plus agréables, hein, avec des vues extrêmement dégagées sur le nord-est parisien, c'est le square de la butte du Chapeau Rouge, conçu par un architecte de la ville. Je reviendrai sur cette question, hein, de la maîtrise d'œuvre des parcs et jardins. Vous savez que sous le Second Empire, elle est totalement intégrée. Hein, c'est une maîtrise d'œuvre interne, avec un service extrêmement performant. Dans les années 30, le système est encore à peu près le même. Ce sont les architectes de la ville de Paris qui conçoivent les jardins, à quelques exceptions près. Et puis, après-guerre, et surtout dans les années 80, on le verra, hein, cette maîtrise d'œuvre est en quelque sorte externalisée. On fait appel à d'autres compétences. Ici, les compétences, elles sont celles de la ville, un savoir-faire très important, autant architectural qu'en matière d'art de jardin. Et on voit très bien dans la symétrie de ce parc, de ce square, qui est en fait un parc, hein, qui est à l'échelle d'un parc, mais qui a l'appellation de square, de la butte du Chapeau Rouge, Léon Azéma déploie le vocabulaire néoclassique, hein, du jardin des années 30, avec des architectures très présentes, des petits auditoriums, hein, des éléments d'architecture en béton armé, et puis un goût pour la symétrie. Et ici, il y a une statue que l'on ne va pas voir très souvent, puisque là, on est en plein sur les boulevards. Hein, il y a le boulevard Serrurier, le boulevard d'Algérie qui borde ce jardin, qui devait être d'ailleurs bien plus important que ça. Hein, le projet, en fait, dédoublait ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais il y a un véritable axe, hein, de composition avec une statue de Raymond Couveigne, hein, qui a été récupérée de l'exposition internationale de 1937. Voilà, toujours sur ces photos aériennes, enfin photos satellites, qui donnent vraiment une vue assez fidèle de ce que sont ces squares aujourd'hui. Le square Séverine, par un autre architecte de la ville de Paris, Roger Larda, dans les années 30, et toujours dans ce grand programme d'aménagement, hein, de l'emprise des fortifications de Thiers détruites à partir de 19, on alterne les habitations à bon marché et les squares. Et puis le square Saint-Lambert, qui est peut-être l'une des réalisations les plus remarquables, avec aussi, bien sûr, le square René Le Gall, conçu par un architecte et paysagiste et décorateur très important, qui est Jean-Charles Moreux. Mais là, revenons à des architectes plus proches de la ville de Paris. C'est le cas de Georges Sébille, qui en 1933 doit aménager ces quelques hectares délivrés laissés vacants par la destruction de l'usine à gaz de Vaugirard. Et sur cette usine à gaz, et vous voyez bien sur ce très beau plan, hein, de 1928, on voit à la fois l'emprise des cuves de l'usine et le projet d'aménagement, hein, avec des habitations à bon marché qui vont entourer entièrement le jardin, le lycée Camille C. Et on voit ici le chantier, avec cette particularité dans le dessin du jardin, c'est que Georges Sébille prend, hein, la circonférence d'une des cuves de l'usine à gaz pour en faire le bassin central, autour duquel, à partir duquel est rythmée toute cette composition rayonnante. Et vous voyez ici l'emprise, hein, de ce qui sera l'un des plus beaux lycées parisiens, le lycée Camille C de François Lecoeur, par François Lecoeur en 1934. Et vous voyez sur ces 4 photos du square Saint-Lambert ce compromis, en fait, hein, entre le jardin et les logements. Il y a eu un grand débat, hein, au sein des services de la ville. Louis Bonnier y a mis son grain de sel, bien sûr. Certaines associations, certaines personnalités avaient dit il faut un grand jardin, il faut profiter de ces quelques hectares pour faire le seul grand jardin de ce quartier de Vaugirard. D'autres ont dit, hein, et la raison d'une certaine manière a dit il faut des logements. Donc on a coupé la poire en deux et on a fait quasiment moitié-moitié. Des logements à bon marché sur 3 rues, un lycée, et puis au centre, ce jardin très ordonné, très dessiné, et avec comme
à la butte du Chapeau Rouge, une forte présence de l'architecture, auditorium, petits abris, très belle grille également. L'intérêt de ces jardins, notamment, c'est qu'ils ont très bien vieilli, qu'ils n'ont quasiment pas changé. Ils sont dans leur configuration d'origine, à quelques exceptions près. Je reviens sur le square Saint-Lambert pour le mettre en opposition avec le même type de photos, en l'occurrence des photos Google Earth. Regardez, on passe maintenant, après 1945, 1930, 1950. La métamorphose, elle est encore relativement discrète. On voit précisément ce qui a changé, mais on ne voit pas encore ce qui va devenir, enfin ce qui d'ailleurs ne va pas devenir dans la plupart des cas à Paris, la ville verte dont tous les urbanistes du mouvement moderne avaient rêvé. Je vous montre ici un ensemble de logements qui correspond précisément encore, selon moi, à ce que Michel Foucault décrit comme une hétérotopie, des espaces autres, et aussi peut-être une sorte d'utopie réalisée, un espace ouvert et fermé à la fois. C'est peut-être l'un des quelques jardins, et là c'est ma prédilection pour les années 50 qui me fait insister dessus, mais j'y insiste parce que je crois que c'est un moment extrêmement important, très discret finalement dans le paysage de la ville. Ce petit ensemble de logements, il a été réalisé par les architectes de l'OPHLM, l'Office public d'habitation à loyer modéré, qui remplace l'OPHBM en 1950. Des architectures extrêmement simples, mais un plan masse qui laisse la place à de la verdure et qui s'inscrit dans une logique de lotissement qu'on doit à un grand architecte des années 30, 40, 50, qui est Michel Rochepitz, qui dans les années 1940 se voit confier par la préfecture de la Seine l'étude de nouveaux types d'implantation des bâtiments. Et Michel Rochepitz, comme tous les architectes de son temps, n'imagine pas des nouveaux logements sans jardin. Donc fini les habitations à bon marché trop compactes des années 30, à côté desquelles on mettait un square. Tout doit être intégré, le jardin et l'habitation doivent constituer un tout. Alors qu'est-ce qui se passe ? Deux choses importantes. L'une extrêmement positive, c'est que effectivement on a un art des jardins qui se perpétue, et notamment il y aurait une belle étude à faire, je pense, sur la culture du jardin par les jardiniers de l'OPHLM. Il y a un véritable savoir-faire qui a été préservé jusque dans les années 50, et puis par la force des choses qui va s'estomper. On voit donc dans cette opération de logement une véritable présence du paysage, mais d'un point de vue théorique, et ça va devenir un véritable problème pratique, c'est que le jardin, désormais, est un jardin privé. Donc si on parle de jardin public, ici, nous ne devrions plus parler de ce type d'opération. Il se trouve que, déjà, c'est un élément important de compréhension de la fabrique de la ville après 1945, mais il se trouve aussi que ces jardins privés sont en fait de merveilleux jardins ouverts sur la ville. Ils s'offrent à la vue. Avant, parfois, notamment dans certains jardins privés de petites opérations d'immeubles de standing, le jardin, on l'aperçoit de la rue à travers les vitres. Mais ici, c'est un jardin qui est ouvert à la vue de tous. Bon, maintenant, on met des grilles, on met des digicodes, donc c'est difficile de les traverser. Mais jusqu'il y a quelques années encore, c'était bien sûr des jardins que tout le monde pouvait traverser. Malgré tout, malgré les grilles que l'on y apporte, vous voyez cette vue dans l'axe de la rue, de cette petite rue, la rue Jean Diouette. Vous avez ces arbres qui, alors, en 1952, étaient relativement chétifs, mais aujourd'hui, ce sont des très beaux arbres, vraiment des belles essences. On voit qu'il y a un travail sur les nivellements, il y a un travail sur la fabrique d'un paysage.
qui, en 50 ans, finalement, n'a fait que s'embellir. Donc ces jardins, ils sont importants parce qu'ils sont à la fois le moment de cette césure, ils marquent le passage du jardin public au jardin privé, mais aussi ils ont cette qualité d'être ouverts sur la ville. Une toute petite parenthèse architecturale, cette fois, l'intérêt de ces opérations, vous le voyez, ce n'est pas tant le brio de l'architecture qui est très simple que ce que ça nous raconte. Alors, des beaux paysages, certes, mais ça nous raconte véritablement une ville qui se retourne, comme on retourne un gant. Le jardin devient un jardin intérieur, la voirie, elle n'est plus là que pour la circulation, et ce qui fait aussi que les architectes vont mettre des façades arrière côté rue. Donc ça, c'est le complément indispensable de ces ensembles de logements centrés sur le jardin, c'est que bien sûr, le séjour doit donner sur le jardin. Et ce seront plutôt les services qui seront côté rue. Une autre opération extrêmement intéressante dans Paris et qui illustre à peu près le même phénomène, c'est le square Georges Contenot. Nous sommes ici toujours dans le 12e arrondissement. Voilà la place Félix Éboué. Regardez un boulevard planté. On a ici sur cette photo un raccourci de plein de choses très intéressantes pour la compréhension de la ville. Un boulevard planté typique de la fin ou du début du fin 19e, début 20e. On a des habitations à bon marché ici, rue de Fécamp, extrêmement denses. À côté, un jardin privé d'une résidence. Et puis, ici, rue Claude Decamps, vous avez l'une des plus grosses opérations de logement de l'après-guerre, enfin de l'immédiate après-guerre, réalisée entre 1950 et 1957. Ce square Georges Contenot, c'est vraiment un cas d'école, parce que, et notamment dans les débats qui ont présidé à sa réalisation, il y a dans les archives des correspondances très éclairantes sur la façon dont on a conçu ce jardin, comme un jardin privé. Les habitants se sont plaints, des personnalités ont pris aussi la parole pour dire « Ne faudrait-il pas que ce jardin soit public ?» Il n'y a pas beaucoup de jardins publics dans ce quartier. Et l'OPHLM a dit « Ça n'est pas prévu. » Le terrain a été... Vous voyez que c'est un regroupement parcellaire très important. On a totalement remembré le quartier et au centre de 4 rues, un gigantesque îlot, on a décidé qu'on ferait une opération de logement, quasiment 500 logements, et puis à l'intérieur, l'espace vert qui doit immanquablement aller avec. Mais cet espace vert, il n'est pas offert au public. Là encore, il était encore, jusqu'il y a peu de temps, très très facile de passer, de traverser entre la rue Claude Decamps et la rue de Gravelle ou la rue de la Brèche aux Loups, qui descendent vers la plaine de Bercy. Là encore, un site extrêmement intéressant du point de vue du paysage, parce qu'il y a un dénivelé, et les jardiniers de la ville de Paris, là encore, ont vraiment tiré parti de ces dénivelés, ont conçu un véritable jardin privé, mais qui a toutes les qualités du jardin public. Je ne sais pas si vous pouvez lire, ça c'est un square londonien, une petite parenthèse, un petit clin d'œil, un square londonien qui vous montre que l'importation parisienne sous Haussmann du square londonien privé, elle a réussi. C'est l'héritage de tous ces squares que l'on connaît dans le Paris du Second Empire. Et puis ensuite, après les années 30, on a retourné à nouveau le jardin et on en a refait un jardin privé. Et ici, c'est un square londonien qui est toujours privé, mais accessible à certaines heures, certains jours, au public. Alors, précisément, cette ville qui se retourne, cette ville radieuse, est-ce qu'elle sera une ville verte ? À vrai dire, c'était le souhait, bien sûr, c'était le souhait. Et là, je vais, pour les besoins de cette conférence, aller un petit peu vite. Et je ne voudrais surtout pas non plus donner l'impression que je vais faire une critique en règle de l'urbanisme moderne. Mais
dès lors que l'on parle de jardin, il est quand même difficile de dire que l'urbanisme moderne n'a pas été un échec dans ses réalisations les plus importantes. Et on verra que même Le Corbusier, qui a mené des réalisations extrêmement marquantes après 1945, avait d'une certaine manière occulté ou peut-être sous-estimé l'impact de l'automobile, dont pourtant il était quand même un bon connaisseur. Donc la ville classée, les villes pêle-mêle, ça c'est l'ordre moderne. L'ordre moderne selon Le Corbusier, qui confronte le tissu parisien, celui de New York et celui de Buenos Aires, à celui, on est ici dans la seconde moitié des années 20, au moment où Le Corbusier conçoit son plan voisin pour Paris, et il publiera quelques années plus tard donc son ouvrage La ville radieuse, qui remet en forme toute cette pensée sur la ville radieuse, c'est-à-dire la mort de la rue, la ville-parc, donc une ville verte, et Le Corbusier va avancer des chiffres évidemment toujours très excessifs, une ville de Paris qui devrait pouvoir contenir 95% de verdure pour 5% de bâti. Il suffit de rentabiliser, il suffit de densifier en certains points pour dédensifier l'ensemble du territoire parisien. Donc cette ville classée que l'on voit ici, pour l'instant elle est encore très abstraite, voici la ville radieuse. Et petit à petit, Le Corbusier, voici le projet pour Paris de 1922, où l'on commence à voir les parcs, on commence à deviner des grands parcs, on commence à deviner des grands espaces publics, et puis des ensembles d'habitations qui sont noyés dans la verdure, qui sont entourés de verdure. Et Le Corbusier est allé au pays des timides, il en a rapporté son fameux ouvrage « Quand les cathédrales étaient blanches », avec ce jeu cet exercice de fascination-répulsion pour le modèle new-yorkais. New York est une ville debout, sous le signe des temps nouveaux. C'est une catastrophe, mais une belle et digne catastrophe. Et de fait, ça n'est pas New York, c'est-à-dire cette ville hyper compacte avec son gigantesque parc central que Le Corbusier propose pour Paris et puis bientôt pour qui voudra, pour tous ceux qui le souhaitent. Le Corbusier propose plutôt un ensemble d'habitations régulièrement réparties au milieu de cette verdure, avec cette vue qui finalement est une vue pour tous, alors que la vue de Central Park est une vue pour privilégiés. Pour les quelques milliers de personnes qui aperçoivent Central Park, le parc cette nappe verte qui baigne toute la ville radieuse, elle est offerte à tout le monde. Donc voici une représentation de cette ville radieuse, mais on sait bien qu'il n'y a pas plus indéterminé que le jardin corbuséen, et ça participe même de cette opposition entre le bâti et le non-bâti. La Villa Savoie est plantée sur une grande zone, une grande pelouse qui n'est pas destinée à être dessinée, justement. La Villa Savoie tire son génie, et cet objet, ce prisme pur, ce nouveau plasticisme, trouve sa légitimité précisément parce qu'il sort d'une sorte de nappe verte qui n'est pas déterminée. Et Jean-Pierre Le Dantec a très bien analysé dans son livre sur le jardin au XXe siècle l'opposition entre le jardin selon Le Corbusier et le jardin selon André Lursa, qui avait une culture plus classique, et notamment du rapport entre la villa et son jardin, le jardin comme prolongement de la villa. Alors là, c'est l'art des jardins privés. Le Corbusier, lui, milite pour des parcs offerts à tous, mais, encore une fois, ces parcs ne sont pas dessinés. Il y a cette question de l'indétermination dans la ville radieuse qui finit par poser le problème de mais comment on va les faire, ces jardins, qui les dessine, comment on va les pratiquer, et quels sont les équipements qui vont les accompagner. Alors, bien sûr, lorsqu'il le faut, Le Corbusier sait être plus précis, mais, et là encore une fois, je suis obligé d'aller un petit peu vite. Voici un dessin totalement abstrait sur la place de l'automobile. La rue est morte, il n'y a plus que des cheminements piétons, des espaces verts et des voies, des
voies autoroutières destinées à la circulation. Et on le voit d'une manière un peu plus précise lorsque Le Corbusier, dans les années 30, propose de redessiner, de réformer l'îlot insalubre numéro 6 autour du faubourg Saint-Antoine, dont vous ne percevez absolument plus le contexte, à moins de regarder le nom des rues. Et puis, Le Corbusier va avoir l'occasion, et c'est tant mieux, de réaliser des fragments de villes radieuses avec ces fameuses unités d'habitation, celle de Marseille, mais aussi celle de Rezé. Et il donne ici à Rezé la preuve par les chiffres. Ça, c'est l'un des grands éléments de rhétorique de Le Corbusier, la preuve par les chiffres. Ici, 1400 habitants dans cette unité d'habitation de Rezé, et dans ce lotissement, et ici également 1400 habitants dans l'unité d'habitation. Donc, et l'échelle, dit-il, est la même. B et A sont à la même échelle. 3 points d'exclamation. Donc, c'est la preuve par les chiffres et la preuve par le dessin. Mais Le Corbusier a oublié que pour ces 1400 habitants, il fallait un peu plus que 35 places de parking, ce qui était prévu à l'origine. Donc on a déjà... Alors ça paraît un peu facile de faire comme ça la critique de l'urbanisme moderne en mettant en évidence à la fois l'indétermination des espaces verts et le manque d'anticipation sur la place qu'allait prendre l'automobile, mais c'est une réalité, et on est passé, comme disent certains, du vert au noir, c'est-à-dire que l'automobile, les parkings ont pris la place de la ville verte, c'est le cas dans beaucoup de grands ensembles, on le sait. Alors, d'autres exemples qui vous montrent comment Le Corbusier véhicule cette idée d'une ville verte, avec ses planches couleurs du début des années 50, par exemple pour la reconstruction de la ville de Saint-Dié. On voit très bien comment ce morceau de ville radieuse a finalement une petite échelle, à l'échelle d'une ville moyenne. Lorsqu'il faut la mettre en forme d'un point de vue graphique, là, il y a une opposition très nette entre les éléments bâtis, les espaces de circulation, l'espace public qui est en blanc, et puis tout le reste, c'est censé être du vert. Du jardin qui est là, du jardin public ou privé, on ne sait pas, et c'est justement l'un des problèmes qui se posent aujourd'hui dans les banlieues, mais aussi en plein Paris. C'est lorsque, avec un ensemble d'habitations à bon marché, un ensemble d'HLM, vous avez un très bel espace vert, mais cet espace vert, il a été conçu à une époque où on ne délimitait pas les propriétés, et aujourd'hui, le phénomène de résidentialisation conduit à sectionner ces espaces. Et ce qui est un petit peu l'un des drames de ces ensembles, c'est que les qualités spatiales qu'ils avaient sont petit à petit altérées parce qu'on est obligé, ou en tout cas on a fait le choix de résidentialiser, de redéfinir des limites de propriété. Donc ça, ce sont réellement les impasses de cette ville verte, qui, si on y regarde de près, trouvent leur explication de manière quand même beaucoup plus complexe. On sait que ce sont des projets qui ont été menés à des échelles très importantes, donc on ne mesurait pas et on ne maîtrisait pas tous les outils de réalisation de ces ensembles de grande échelle. Bon, ça c'est à nouveau Saint-Dié. Et puis un petit tour alors justement, lorsqu'il est question de la grande échelle, mais là j'y fais juste un tout petit excursus brésilien avec ce plan, la ville conçue comme une ville verte et une ville nouvelle par excellence, c'est bien Brasilia et son grand plan en forme d'oiseau, et cette relative à nouveau indétermination de ce qui finalement, sur cette photo tout du moins, et là c'est peut-être encore un petit peu réducteur, mais sur cette photo vous voyez bien que l'espace de Brasilia, c'est un grand axe vert, mais dont on voit bien qu'il n'est absolument pas dessiné, relativement peu investi,
et que cet espace, il a été presque redessiné par la voirie, et que la voirie compromet d'une certaine façon l'usage et la pratique possible de ce grand espace. Et puis donc les grands ensembles, qui, et là encore, je n'ai pas du tout l'intention de faire le procès des grands ensembles, c'est l'objet d'un très vaste débat, mais il faut constater que dans la plupart des grands ensembles, ce qui fait défaut, c'est l'espace. C'est peut-être davantage l'espace que la construction elle-même, et que si ces espaces avaient été réellement à l'origine conçus, dessinés tels qu'ils étaient sur les plans, parce que parfois on voit un écart absolument sidérant entre les plans de l'architecte urbaniste et la réalisation finale, eh bien, peut-être que ces espaces et ces lieux ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont. Bon, l'exemple de Sarcelles est assez frappant, mais ça n'est pas forcément le plus significatif en matière de jardin, mais c'est juste une manière de vous montrer que lorsqu'on ne situe pas et lorsqu'on ne dessine pas très précisément les espaces verts des grands ensembles, il y a fort à parier qu'ils ne deviendront pas réellement des espaces investis. Encore que Sarcelles, là vous le voyez, présente quelques figures fermées qui ont cet avantage justement de circonscrire le jardin, et à partir du moment où le jardin est circonscrit, il y a une volonté de le dessiner. Donc parmi ceux qui ont été les plus investis dans cette idée du grand ensemble, sinon à l'échelle humaine, en tout cas à une échelle qui travaille les espaces de proximité avec un grand parc central. Alors il y a Eugène Baudouin, qui est quand même l'un des premiers à avoir montré, à avoir publié ses projets de grands ensembles avec jardin dessiné, ce que quasiment personne ne faisait. Et puis il y a bien sûr Émile Aillot, qui aux Courtillères, on le sait tous, a proposé, livré, certes des logements qui posent beaucoup de problèmes, mais l'un des plus beaux espaces verts du nord-est parisien. Ce parc, aujourd'hui, il est toujours un espace vert remarquable dans sa composition, dans son tracé, dans les ambiances qu'il donne. Ensuite, pourquoi les Courtillères sont ce qu'elles sont, c'est un autre débat. Mais le fait est, et ce qui prouve aussi que le jardin n'est peut-être pas la solution miracle, mais c'est au moins un espace qui donne à cet ensemble des Courtillères son identité, et qui pendant des décennies a quand même été un espace de convivialité dont beaucoup regrettent aujourd'hui la progressive disparition. Je reviens dans Paris pour évoquer un exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres. C'est le problème de l'aménagement sur dalle. Là, je vous ai montré uniquement des aménagements au sol. Lorsque l'on construit sur dalle, bien sûr, que devient le jardin ? Et là encore, il y a ce problème du manque d'anticipation. Et là, vous voyez les premières esquisses de Michel Hollet pour Raymond Lopez en vue de la réalisation du front de Seine. Raymond Lopez l'a dit lui-même, on ne sait pas où l'on va. On expérimente le zoning vertical, on expérimente un morceau de ville nouvelle qui devra ensuite se propager. Bien sûr, on y fera des jardins, il y aura des cheminements piétons, mais ça sera ponctué de jardins. Mais très concrètement, on ne savait pas comment ces espaces allaient être vécus. Donc on sait aujourd'hui que cette pratique des espaces sur dalle, elle est pour certains fascinante, pour d'autres oppressante. Chacun a son opinion sur l'ambiance que véhiculent ces dalles, mais le fait est que les jardins, fatalement, ils sont difficiles à réaliser. On a fait ce petit jardin sur la dalle du front de Seine, il est en soi un petit élément assez remarquable, mi-jardin, mi-œuvre d'art, mais ça n'est pas non plus un jardin de délectation, ce n'est pas un lieu de promenade, parce qu'il est quand même relativement petit.
Bon, voilà tous les problèmes qui se posent dès lors que l'on fait ce sol artificiel qu'est la dalle. Et puis, regardez, dans les années 80, lorsqu'on a aménagé les alentours de la dalle du front de Seine, eh bien, le véritable espace vert, il est sous la dalle. Plus précisément, il est entre deux parties de la dalle. Et donc, on peut passer d'une partie à l'autre par ces petites passerelles, et on surplombe le jardin du front de Seine, le véritable jardin. Pour ceux qui habitent le front de Seine, si on veut aller au jardin, eh bien, il faut regagner la ville, regagner le sol de la ville. Donc, retour au jardin. Retour au jardin, c'est finalement l'un des phénomènes les plus marquants de l'histoire de l'urbanisme de la fin du XXe siècle. C'est cette place de nouveau donnée au jardin, ce savoir-faire retrouvé et considérablement enrichi, on va le voir, qui trouve sa source finalement parfois dans des expériences un peu atypiques, comme à New York, où des habitants, des associations, et puis plus tard la municipalité de New York elle-même, a investi les lieux non occupés, ce qu'on appelle les espaces résiduels, des petites parcelles entre deux immeubles. On voit ces jardins qui, dans certaines zones de New York, sont très nombreux, conçus dans les années 70 et puis 80-90 beaucoup, essentiellement 80-90. Voilà, un petit espace résiduel à l'intersection de deux rues, dans un quartier très, très peu dense. Eh bien, on en a fait un jardin, et un jardin extraordinaire, avec une grande sculpture à l'intérieur. Tout ça est géré par le plus souvent par des associations, des collectifs, et c'est ce que l'on va retrouver dans le Paris des années 2000. Et vous voyez ici cette pancarte qui vous dit que cet espace vert, eh bien, c'est une initiative prise en 86, qui a été ensuite reprise en 94, mais tout ça est signé, c'est désormais officialisé, cette pratique des petits jardins ponctuels dans New York, c'est signé Rodolphe Giuliani. Donc ça veut dire que ce côté un petit peu pirate des jardins associatifs des années 80 a fini par faire école et est devenu une véritable institution, tout comme les jardins partagés sont aujourd'hui une institution dans le Paris contemporain, dès lors qu'il y a la possibilité et la prévision de plusieurs années de vacances, de jachère pour un petit espace, eh bien, certaines associations sont parvenues à y faire ces jardins associatifs, un jardin collectif, bon, qui sont pas réellement des jardins publics, mais qui participent de ce reverdissement de la ville. Chacun a la clé, mais il faut avoir la clé. C'est un peu comme le square londonien dans un autre esprit. Alors, ce retour à la ville, et là je reviens spécifiquement sur le cas parisien, et on verra quelques autres exemples à l'étranger, mais là on pourrait citer 1001 exemples dans toutes les villes européennes et américaines, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la ville américaine, qui a un rapport très spécifique au jardin, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une dominante. Pas une ville n'a pas, aujourd'hui, une grande ville n'a pas un grand projet, un récent ou à venir de parcs paysagers multifonctionnels, avec un certain nombre d'innovations dans la conception, avec une recherche très poussée sur les plantations. C'est l'un des phénomènes vraiment les plus fascinants et les plus intéressants de la ville fin du XXe siècle, début XXIe. Donc je reviens avec cette ZAC de Reuilly parce qu'elle est très très emblématique. Cette ZAC de Reuilly, donc on est sur un espace grosso modo industriel, c'est une ancienne gare de marchandises, donc une douzaine d'hectares libérés au début des années 80. Et sur ces 12 hectares, on va faire un quartier.
Et autour de, pour structurer ce quartier, et Pierre Micheloni, qui travaille à l'atelier parisien d'urbanisme et qui a beaucoup œuvré sur cet espace-là, comme sur le parc de Bercy, l'a très bien écrit, dit et écrit. Le jardin, c'est beaucoup plus facile à faire qu'une place. Donc on ne fait pas de place parce que ça coûte cher, parce que finalement ça ne sert pas à grand-chose. On peut faire des jardins parce qu'on a un savoir-faire. Il y a une facilité à planter, c'est très facile de planter, et sous Haussmann, on plantait là où on le pouvait. Donc il y a un pragmatisme du jardin, aujourd'hui, qui fait que pas un quartier nouveau dans Paris, mais partout ailleurs, pas un quartier nouveau n'est doté de son jardin, et parfois même, c'est le jardin qui structure, et autour duquel tout l'espace urbain, toute la structure, toute la voirie, tout le découpage en îlots se calque sur cet espace central, le plus souvent central. Alors à Reuilly, c'est un peu particulier parce que c'est une grande pelouse qui n'est pas véritablement le centre, mais qui finalement est le véritable cœur de ce quartier, qui se prolonge par là ensuite. C'est une sorte de parenthèse dans la promenade plantée, donc qui va de la place de la Bastille jusqu'aux limites de Paris. Et avec cette passerelle, cette allée Vivaldi qui est un mail planté, et on a, en plus du jardin, dans cette ZAC de Reuilly, on a une sorte de répertoire de l'espace public façon années 80, avec une pelouse, des parterres, des terrasses, une allée ou un mail, tout ce vocabulaire qui revient après l'indétermination de la ville verte et finalement de cette improbable ville verte. On a une quasi-surdétermination avec une précision extrême dans le dessin et dans la nomination des espaces. Ici, c'est un mail, c'est une rue piétonne, enfin elle est dénommée Maille. Là, c'est l'allée Vivaldi, les terrasses qui conduisent à l'avenue Daumesnil, des escaliers, etc. Il y a une multiplication des figures spatiales de l'espace public, mais tout ça est ordonné autour d'un espace fédérateur, le jardin. Donc vous voyez le plan d'aménagement. Et puis un espace vécu, et là, de fait, pour le pratiquer de temps en temps, je vous promets que cette pelouse du jardin de Reuilly, c'est un lieu fédérateur dans ce 12e arrondissement qui d'ailleurs est très éclaté du point de vue urbanistique. Et cette ZAC de Reuilly a vraiment participé à une reconfiguration, en plus tout à côté de la mairie, disons que ce quartier a contribué à redonner au 12e arrondissement une véritable identité en recollant des morceaux. Et de fait, dès les beaux jours, cette pelouse est littéralement assaillie. C'est un lieu d'activité, c'est un lieu de vie, c'est un lieu dessiné, et ce dessin participe aussi réellement de la pratique que l'on en fait. Donc c'est aujourd'hui l'une des idées, l'un des enjeux de l'espace public comme du jardin, c'est est-ce que l'on détermine ou est-ce qu'on laisse faire. Et on se rend compte parfois que certains espaces trop dessinés enlèvent parfois de la spontanéité dans l'appropriation des lieux, mais ici cette pelouse circulaire, elle symbolise quand même cette pratique d'un retour au jardin et d'un retour au dessin, au jardin dessiné, et ce cercle symbolise un petit peu ce mouvement de nouvelle convergence vers des espaces réellement pensés. Alors, bien sûr, il y a dans les années 80 un autre phénomène qui est l'émergence d'une pratique du paysagisme ou du paysage complètement nouvelle, avec des réflexions et des réflexions qui viennent pour partie des architectes. Aujourd'hui, les paysagistes occupent une place très importante dans le débat, mais dans les années 80, les architectes étaient aussi relativement présents, et ce n'est pas pour rien que l'un des parcs les plus commentés
de la fin du XXe siècle, le parc de la Villette a été aussi conçu par l'un des architectes les plus théoriciens. Quoi qu'on pense de cette pensée complexe de Bernard Tchoumi, disons que sur la place du parc dans la ville, cette pensée, elle n'est pas si compliquée. Il n'y a pas beaucoup de psychanalyse dans les quelques phrases que je soumets à votre lecture. Durant le XXe siècle, nous avons assisté à un changement concernant le concept de parc, lequel ne peut plus désormais être dissocié du concept de ville. Alors, est-ce que c'est totalement nouveau? Pas forcément. Mais la pensée de Tchoumi est quand même intéressante. Le parc forme une partie de la vision de la ville. Le fait que Paris, et c'est là où c'est nouveau, concentre un emploi professionnel ou tertiaire, aussi bien qu'ouvrier, milite contre les parcs d'esthétique passive et pour de nouveaux parcs urbains basés sur l'invention culturelle, l'éducation et la récréation. Et le dépassement de la polarité civilisation-nature dans les conditions de la ville moderne a invalidé, c'est là le propos le plus fort, a invalidé le prototype historique du parc en tant qu'image de la nature, créer de fausses collines cachant un boulevard périphérique ignore, ou bien revient à ignorer la force de la réalité urbaine. Alors, on peut être d'accord ou pas avec ces propos, en tout cas, ils ont une certaine force et ils vont être salués lorsqu'en 1983, dans ce concours historique qui va aussi concourir et terminer premier ex aequo Rem Koolhaas et plein d'autres architectes, ce concours historique, par sa programmation, c'était le programme du concours et l'objectif de la maîtrise d'ouvrage, là aussi, était très fort et très novateur, et tout ça a abouti à ce fameux parc de la Villette, où alternent des grandes zones de verdure, des folies rouges. Rouge, pourquoi rouge? Personne ne le sait. C'est un rouge qui s'impose comme une couleur, une présence pure. Et puis des lignes, des allées qui desservent ce grand parc, dans lequel beaucoup de paysagistes aussi vont prendre leur part, Alexandre Chemetov et bien d'autres, des artistes, qui vont ponctuer, avec les folies, ponctuer de jardins thématiques ce grand ensemble. Ce grand parc urbain, un parc extrêmement ouvert sur la ville, côté avenue Jean Jaurès, côté avenue Porte de la Villette, c'est un lieu qui vraiment redéfinit, propose une nouvelle définition du parc urbain, un parc dans lequel l'architecture aussi est extrêmement forte, extrêmement présente. Il y a non seulement des bâtiments neufs, mais il y a aussi des bâtiments anciens. Donc c'est un parc qui joue sur l'idée aussi de substitution, de la ville qui se refait sur elle-même, et qui va ensuite donner lieu à plein de variantes sur cette idée du parc urbain intégré à la ville, parc lieu de mémoire, ou bien lieu d'innovation et de mémoire à la fois. Et en l'occurrence au parc de Bercy, dont Bernard Huet et plusieurs autres architectes remportent le concours un peu quasiment à la même époque, dans les années 80, c'est sur ce thème du jardin de la mémoire que l'équipe remporte le concours. Alors, je ne vais pas décrire les composants de ce parc, mais vous le savez, ça accompagne aussi une opération de logement, avec un vrai travail de dialogue entre la ZAC de Bercy et le parc. Bien sûr, l'architecte coordonnateur Jean-Pierre Buffy a travaillé ces îlots pour que le maximum d'appartements ait vue sur le parc de Bercy. Un parc qui, on l'a vu tout à l'heure, était déjà préfiguré en 1913 par Louis Bonnier lorsqu'il propose sa répartition des jardins par arrondissement. Bon, voilà l'une des terrasses et l'un des multiples usages de ces nouveaux parcs et jardins. Et là, vous voyez que la terminologie a évolué. On parlait de promenades, de parcs et promenades. Ensuite, on a parlé d'espaces verts. Alors, précisément, espace vert, il n'y a pas plus indéterminé, et pour certains, c'est un véritable barbarisme que ce terme d'espace vert.
Donc c'est l'idée d'une verdure diffuse, mais absolument pas réellement dessinée ni affectée. Et puis aujourd'hui, on retrouve ces figures de jardins à thème, découpées, composées, avec une partie plus ludique, une partie plus botanique, le jardin des senteurs, etc. Tous les sens, d'ailleurs, sont conviés. Et puis, il y a cet équilibre, cette hiérarchie qui est quand même... Le retour au jardin, c'est aussi le retour à la ville, bien sûr. C'est l'une des composantes d'un retour à la ville, lequel retour à la ville se fonde sur une nouvelle hiérarchie, un retour à une hiérarchie entre l'espace public et l'espace privé. Le parc André Citroën a aussi été l'un des plus novateurs. Je l'ai montré sur la toute première image tout à l'heure. On le voit ici sur cette vue satellite. Ça a donné lieu à des jardins thématiques qui sont vraiment chacun des petites œuvres d'art, vraiment des lieux, des hétérotopies nouvelles. Chacun est le jardin japonais, le jardin du philosophe. Tout ça, ce sont des espaces autres dans lesquels presque on peut successivement s'immerger, et puis l'expérimentation de l'un des paysagistes, notamment les plus commentés et les plus médiatisés, c'est Gilles Clément, que l'on va retrouver aussi, ensuite au Quai Branly, mais avec cette idée du jardin sauvage, une indétermination extrêmement déterminée. Si vous me permettez l'expression, l'idée de Gilles Clément, ça n'est pas le retour à la ville verte et à la ville radieuse. C'est une pensée beaucoup plus complexe sur l'idée de nature et de son évolution. Alors ça, c'est le nouveau travail de cette génération de paysagistes qui commence à se faire connaître depuis une vingtaine d'années, qui a investi, chacun avec sa spécialité, le territoire, un territoire relativement étroit, qu'est le projet urbain. Et dans ce projet urbain, eh bien, maintenant, il y a architectes, urbanistes, paysagistes, qui chacun doivent se coordonner et se partager un certain nombre de compétences, parfois avec certaines ambiguïtés ou certaines rivalités, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le projet urbain, dans tout projet urbain, le paysagiste a sa part. Alors, je vous montre quelques jardins récents dans Paris. En 1994, on a enfin fait cette couverture de la gare Montparnasse avec le jardin atlantique. Lorsqu'on fait une ZAC, comme une petite ZAC, comme l'est cette ZAC duplex, inévitablement, il y a un jardin. Et on voit très bien que ce quartier est véritablement organisé autour du jardin de façon encore plus prégnante que c'était le cas avec la ZAC de Reuilly. On est quelques années plus tard, là, début des années 90, et le jardin structure quasiment comme le Palais Royal, qui a une autre histoire, mais qui va devenir très vite une sorte de modèle très consensuel, le jardin est autour des logements, mais dans une ville beaucoup plus fluide que ne l'est le Palais Royal, et un peu plus organisée que ne l'est la Cité et la ville radieuse. Donc dans tous les quartiers récents de Paris, il y a un jardin qui est parfois le centre, bien souvent, et dans certains cas, il y a même le jardin intégré, puisque l'immeuble d'Édouard François, Flower Tower, intègre des bambous comme élément structurant de la façade. Et puis dans les zones récentes d'aménagement, que ce soit le quartier des Batignolles ici, on sait que, là vous voyez le jardin historique des Batignolles, qui aujourd'hui ouvre sur un grand parc, et puis à quelques centaines de mètres, également sur
des emprises ferroviaires, les jardins des Halles. Vous voyez Michel Corajou ici qui travaille sur une longue bande de terrain, 4 hectares, qui va donner lieu à toute une série de compositions et de thématiques de manière à répondre. Et c'est l'un des enjeux aujourd'hui, c'est à la fois de livrer des jardins, mais de livrer ces multiples fonctions des jardins qui sont censés répondre à une multitude d'usages et de pratiques. Et Michel Corajou a travaillé là-dessus. Je vous ai mis cette fois-ci la totalité, enfin le maximum d'informations techniques pour que vous voyez bien précisément ce qu'est aujourd'hui un projet de jardin en ville. Vous avez une maîtrise d'ouvrage. À Paris, c'est la DPJEV, Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts, qui est un service du paysage et de l'aménagement, une section des études et travaux numéro 2. Vous voyez que c'est très hiérarchisé. Cette maîtrise d'ouvrage, je l'évoquais tout à l'heure, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pendant longtemps, la ville de Paris a tout concentré. Et avec une véritable signature, il y a le jardin de l'époque d'Alphand, il y a le jardin de l'époque années 30, retour au jardin classique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une seule pratique du jardin en ville. Et si on prend l'exemple parisien, avec Bernard Tchoumi, avec Bernard Huette, avec d'autres, avec le parc André Citroën et tous les grands jardins qui ont été créés dans la fin du XXe siècle, on voit bien qu'architectes et paysagistes sont parfois certains des plus connus de leur temps, et que leur arrivée n'est pas un hasard, mais elle est le fruit d'une politique d'ouverture à des savoir-faire, à des imaginations, à des ambitions que n'a plus réellement le service des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris, pour une raison qui est très simple, c'est que l'œuvre à accomplir et à mener déjà est beaucoup trop importante, et puis en plus, il y a, et là c'est peut-être une sorte de perte du savoir-faire, il y a une difficulté aujourd'hui à dire voici le style municipal d'aujourd'hui, des années 90-2000. Donc par sagesse, par aussi peut-être par ambition, la ville de Paris s'est ouverte par voie de concours, par des appels à une maîtrise d'ouvrage, à une maîtrise d'œuvre privée. Elle s'est ouverte à toutes ces nouvelles pratiques du paysage, avec deux éléments de conclusion, on pourrait dire. Il y a une manière pessimiste de voir la chose, c'est la disparition justement d'un style municipal, mais est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui? Et puis la version optimiste, qui est celle que je pense nous devons adopter, c'est qu'on a affaire aujourd'hui, dans ces années 2000, à l'émergence d'une variété, d'une richesse dans les propositions de paysage qui sont extrêmement stimulantes et qui prouvent qu'il y a un phénomène purement contemporain de retour au paysage, mais avec vraiment de nouvelles problématiques, une nouvelle pensée même sur les essences, sur les essences à apporter, à proposer. Donc sur ces 4 hectares des jardins des Halles, vous voyez qu'on a planté 243 arbres, 604 arbustes, et des bambous, et des plantes aquatiques, 4000 plantes tapissantes, etc., etc. Le tout sous la houlette d'une maîtrise d'œuvre. Alors, Michel Corajou est paysagiste, ici paysagiste mandataire, il est architecte de formation, mais vous le savez, il est aujourd'hui davantage investi dans cette idée de l'intervention paysagiste, intimement liée bien sûr à l'idée, à la notion de projet urbain, l'un ne pouvant jamais aller sans l'autre. Bon, et puis on voit qu'il y a, derrière un maître d'œuvre, il y a, comme dans tout projet architectural ou urbain, il y a des équipes, il y a des techniciens. Il y a eu même le sociologue Isaac Joseph qui était intervenu
à cette époque-là pour réfléchir à l'occasion du concours aux côtés de Michel Courajou. Et puis bien sûr, un jardin a un coût, mais globalement, je pense que le jardin a un coût moindre que beaucoup d'autres types d'aménagements, et notamment les aménagements de place qui, bien souvent, sont bien plus chers. Alors, parmi les autres exemples que l'on peut mentionner dans cette début du XXIe siècle, je prendrai le jardin de la Cité Prost, dans le 11e arrondissement. Là aussi, c'est un bon exemple de ce qu'ont été les conquêtes associatives, parce que les jardins des Halles a été aussi un jardin qui doit beaucoup à des associations de riverains qui ont lutté, qui ont fait des propositions. Là où l'on projetait davantage de logements, on a réussi à faire du logement et du jardin. C'est le cas de la Cité Prost, qui pendant longtemps est restée sans véritable programme, parce qu'il y avait ce grand débat, cette bataille pour la réalisation d'un grand jardin central. Et de fait, en 2005-2006, tout ça s'est débloqué, et on a construit peu de logements. Un immeuble sur la rue de Chanzy, et puis un immeuble à l'arrière du côté du faubourg Saint-Antoine. Et puis au milieu, on a fait un jardin qui est assez étonnant justement par sa variété. Et cette fois-ci, là je dis quasiment le contraire de ce que j'ai dit il y a un instant, c'est la direction des espaces verts qui a conçu ce jardin, quasiment avec le savoir-faire des paysagistes contemporains. Donc on voit bien aussi qu'en retour, semble-t-il, là je ne suis pas spécialiste de la question, mais il semblerait que le savoir-faire municipal s'enrichit bien sûr de ce que proposent les plus grands paysagistes de notre temps. Ce qui donne lieu à cette variété, alors parfois presque jusqu'à saturation, de juxtaposition de tout ce que l'on peut. Donc il y a à la fois une mare, des essences rares, une pelouse centrale, des petits parterres pour les écoles de la rue voisine. On essaye de tout mettre dans le jardin. Alors, parfois on en met presque trop, mais on voit bien à quel point le jardin investit complètement la ville aujourd'hui. Et elle l'investit à tel point que même lorsque l'on fait un musée, le musée du Quai Branly en l'occurrence, donc vous voyez le site avant la construction par Jean Nouvel, eh bien, lorsqu'on fait un grand équipement, un grand projet présidentiel, eh bien, ce grand projet présidentiel, ce monument potentiel, finalement un monument qui ne veut pas l'être, eh bien, il va être enveloppé dans un jardin conçu notamment par Gilles Clément, avec le fameux mur que l'on va voir dans un instant, le mur végétal de Patrick Blanc. Mais ce musée du Quai Branly, il a pour vocation, dit Jean Nouvel, à disparaître, quasiment disparaître derrière ce grand paysage, magnifique paysage conçu par Gilles Clément. Et voici le mur végétal, et les murs végétaux participent maintenant, dans le Paris d'aujourd'hui, de bien d'autres villes, participent de cette verticalisation du jardin dont on a trouvé le moyen botanique et technique de gagner les façades des immeubles. Alors, quittons un peu Paris, parce qu'on a été un petit peu centré sur la capitale, mais là, finalement, je pourrais donner des exemples par dizaines, et je pense que tout Parisien qui fréquente une librairie est frappé de voir le nombre de livres aujourd'hui sur le paysage. Il y a des encyclopédies, des annuaires, des atlas du paysage, des nouveaux paysagistes, des dictionnaires. On fait des classifications sur les parcs conçus dans le monde entier. Donc il y a une richesse qu'on ne peut absolument pas résumer ici. Je prends un exemple parce que c'est à Barcelone, et que Barcelone a quand même été une ville pionnière, bien avant Paris,
dans le domaine des espaces publics et dans le domaine des parcs et jardins. Et par exemple, ce parc de l'España Industrial, en 1981, est l'amorce d'un réinvestissement très fort de Barcelone dans le domaine de l'espace public et du jardin. Bien sûr, depuis, il s'est fait bien d'autres choses, et des parcs remarquables, on en trouve quand même beaucoup, essentiellement en Allemagne, en Espagne, en France, un peu moins en Italie. L'Espagne est aujourd'hui un véritable foyer d'innovation, et enfin, en tout cas d'initiative dans le domaine des parcs urbains. Il y a le grand parc à Madrid, le parc Juan Carlos, qui a ouvert il y a quelques années. On peut multiplier les exemples. Et pour revenir à l'idée d'un jardin quasi inévitable, lorsque l'on construit un bâtiment public, il est accompagné d'un jardin. Là, je vous montre un exemple parmi d'autres. Le centre culturel de Lisbonne, qui a été construit il y a quelques années par Vittorio Gregotti, est aussi un lieu dans lequel il y a un jardin dessiné, un jardin véritablement conçu comme partie intégrante d'un lieu, qui est un lieu relativement excentré, puisqu'on est dans le quartier de Belém, donc à l'extérieur, aux limites du Lisbonne historique, dans un lieu qui est un petit peu un lieu à part. Et ce grand centre culturel, qui est organisé autour d'une grande place, d'une série de grands espaces publics, il est aussi bordé, presque logiquement, inévitablement, par un jardin. Et puis le jardin, bien sûr, aujourd'hui, il est partout, il sert à tout, il est le lieu de toutes les interprétations. C'est aussi un lieu où l'on investit, où les artistes s'expriment. Ça, c'est un jardin à New York, dans le Lower Manhattan, tout près de ces grands espaces réaménagés aussi par des paysagistes et qui vraiment témoignent de ce retour, de cette réappropriation des espaces portuaires, industriels, par le jardin et l'espace public. En marge de tout ça, il y a un petit jardin comme ça, tout près de Wall Street, et qui avait été, il y a quelques années, investi par un artiste. Et alors, je vais terminer sur quelque chose d'un peu étrange, mais c'est une petite pirouette et une façon de vous parler d'une ville à laquelle je m'intéresse en ce moment, qui est Abu Dhabi, une ville née du désert, et c'est une manière aussi de revenir à la question de l'utopie, parce que les villes nées du désert, nées de rien, sont forcément, potentiellement des utopies, et des utopies qui peuvent en l'occurrence devenir des lieux, des utopies réalisées, et contenir elles-mêmes des hétérotopies. Alors, juste comme ça, pour vous, en forme de conclusion un peu excentrée, une vue du site d'Abu Dhabi avant son urbanisation, donc une ville côtière qui n'existait quasiment pas avant 1970, puisque c'est une ville de Bédouins, et puis le pétrole, les pétrodollars, une ambition urbaine vont conduire à la création d'une ville, une ville avec des qualités, avec des défauts, mais et c'est ce qui est extrêmement frappant lorsqu'on parcourt cette ville, c'est l'importance des jardins, l'importance de la voiture bien sûr, mais aussi l'importance des jardins et le soin donné au paysage. Alors, parfois, pas toujours avec le goût que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. On n'est pas dans les mêmes temporalités et dans les mêmes... on n'a pas les mêmes savoir-faire, mais on voit très bien que cette ville, aujourd'hui, est en train de se perfectionner et d'investir, comme elle investit dans plein d'autres choses, vous le savez, dans l'université, dans les musées, dans l'éducation. Elle investit dans cette composante incontournable de la ville qu'est le jardin et le grand parc public. Et donc, je n'avais pas de vue
si j'ai quelques vues un peu larges, de l'un des grands parcs publics de cette ville, mais surtout de ce qu'on appelle la Corniche, qui est en fait la zone qui borde la mer. Cette corniche, elle est entièrement paysagée. C'est un grand parc public, comme on en aurait à New York, le long des rives de l'Hudson aujourd'hui, mais à une plus grande échelle encore. Vous avez une gigantesque promenade, avec bassin, avec restaurant, avec un certain nombre de fonctions qui sont tous les 200-300 mètres parfaitement explicitées en anglais et en arabe pour le visiteur. Donc on sait ce que l'on pourra trouver à tel ou tel endroit. Et voici cette forme de nouvelle hétérotopie un peu, disons, orientale, mais finalement extrêmement occidentalisée. Et c'est assez frappant de voir à quel point, même là où la verdure n'a quasiment aucune chance de pousser, une volonté assez farouche de planter, et de planter absolument partout. C'en est presque gênant de voir des fleurs, des arbres absolument partout. Mais il y a en tout cas une volonté paysagère et une volonté d'inscrire cette ville au même titre que toutes les villes d'Occident dans cette nouvelle culture du paysage. Voilà, je vous remercie.